Bienvenue donc dans ce débat intitulé « Ultramodernité et fondamentalisme, un cercle vicieux ». Alors il me faut vous préciser pour commencer que dans cette formulation, fondamentalisme est au pluriel et que cercle vicieux est suivi d'un point d'interrogation. Il me faut aussi vous rassurer ensuite. Nous commencerons comme toujours par préciser de quoi nous parlons. Pas bien sûr la notion de cercle vicieux, je crois que tout le monde voit à peu près de ce dont il s'agit, mais celle de fondamentalisme, et puis aussi cette notion d'ultramodernité qu'on doit au sociologue Jean-Paul Willem, qui trouve un écho certain dans les réflexions en cours actuellement au Collège des Bernardins. Et puis il me faut vous garantir enfin qu'il sera bien question du parcours de ceux qu'on appelle les radicalisés, de leur dérive vers la violence et le terrorisme, des raisons ou déraisons psychologiques, économiques, sociales et culturelles à ces dérives et des leviers éventuels dont disposent nos sociétés pour y faire face et, dans le meilleur des cas, pour y remédier. 3 invités, Dounia Bouzard, anthropologue, chercheuse, praticienne, docteur en anthropologie, spécialisée dans l'analyse du fait religieux. Vous avez été éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse dans les années 90. Vous êtes directrice générale du CPDSI, Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam. Vous avez écrit de nombreux ouvrages en rapport avec ces activités. Quelle éducation face au radicalisme religieux, c'était en 2006. Laïcité, mode d'emploi en 2010. Et puis, votre dernier livre s'appelle « Ma meilleure amie s'est faite embrigader ». Il est sorti cette année. Fabienne Keller, polytechnicienne de formation, bonsoir, maire de Strasbourg entre 2001 et 2008 et sénatrice du Bas-Rhin depuis 2004. Élu donc de longue date en terre concordataire, ce qui a son importance ici. Vous êtes membre du Parti des Républicains, vous avez beaucoup travaillé en tant que maire d'une grande ville sur les questions d'urbanisme, de réhabilitation des quartiers dits sensibles, travail et réflexion que vous poursuivez au Sénat, dans le cadre en particulier de la délégation sénatoriale à la prospective, où vous avez produit en particulier un rapport sur les collèges de la périphérie des villes, travaux d'ailleurs dont on trouve la trace et même la synthèse dans un petit ouvrage qui s'appelle « Pour donner leur chance aux adolescents issus des quartiers sensibles » qui vient de paraître aux éditions du Sénat. Le père Antoine de Romanet, bonsoir. Vous êtes ce qu'on appelle en cyclisme le régional ou le local de l'étape. Vous êtes docteur en sciences économiques, vous avez étudié la philosophie et la théologie à Rome et à Bruxelles. Et vous êtes aujourd'hui co-directeur du département de recherche politique et religion au sein du pôle de recherche du Collège des Bernardins. C'est bien ça? Alors cette rencontre est, comme vous le savez, interactive. Vous pouvez nous interpeller par SMS en particulier en composant le 06 89 51 07 83. Je me ferai au mieux l'interprète de vos réflexions ou questions auprès de nos intervenants. Je voudrais qu'on commence par le commencement et peut-être que vous nous disiez, Antoine de Romanet, quand même, ce que vous entendez par ultramodernité, peut-être tout de suite fondamentalisme, en tout cas le lien qui pourrait exister entre ces deux notions, pour essayer de clarifier le cadre dans lequel nous allons aborder ce débat. Le cadre dans lequel nous nous trouvons, c'est un séminaire que je co-anime avec Antoine Arjakovski depuis 15 mois. État, religion, laïcité, les nouveaux fondamentalistes, enjeux nationaux et internationaux. Et il s'agit d'appréhender cette réalité extraordinairement complexe, multifactorielle, de ce qui nous est éclaté au visage par tous ces attentats qui ont marqué la France depuis quelques mois et quelques années. Le fondamentalisme a une réalité plurielle. Le terme s'enracine dans la réalité du protestantisme américain à la fin du XIXe siècle, mais nous pourrons dire que c'est une sorte de posture intellectuelle et humaine et culturelle où on est dans le black and white, dans le blanc et noir, dans les bons et les mauvais. L'autre n'est pas un interlocuteur, mais est un adversaire. Et les positions sont clivées au point que tout est vu en termes d'un combat absolu entre la lumière et les ténèbres. On est pris dans une sorte de délire qui touche aussi, mais Daniel Bouzard va nous en parler, je pense, tout à l'heure, à la théorie du complot, où on s'imagine qu'il y a des forces obscures que l'on ne maîtrise pas. Donc cette réalité du fondamentalisme, elle a beaucoup évolué et aujourd'hui, on retrouve un certain nombre de jeunes qui sont effectivement dans cette réalité de clivage par rapport à une société dans laquelle ils ne se retrouvent absolument pas. Voilà, et c'est là qu'intervient la question de la modernité ou de l'ultramodernité de la société. Et au fond, une de nos réflexions auxquelles on aboutit pour l'instant, et nous sommes encore au stade des hypothèses de travail, et nous aurons un colloque conclusif au mois de mars prochain ici, c'est que nous sommes face à 2 fondamentalismes. Celui d'une jeunesse à la dérive, qui est sans perspective, sans sens, sans espérance, et celui d'une société dans l'hypermodernité, qui est ultra technicisée,
ultra financiarisé et qui est totalement vide de sens et vide de perspective pour toute une partie de nos contemporains. Et c'est finalement la rencontre de ces deux fondamentalismes à laquelle nous assistons à bien des égards. Nous assistons dans le triptyque État, religion, laïcité. Ce ne sont pas tant les religions qui sont en crise qu'à bien des égards l'État et la manière qu'a l'État de pouvoir appréhender le fait religieux. Et s'il y a un élément marquant très particulièrement dans notre pays, ça a été la volonté très forte par beaucoup d'intellectuels et de responsables publics de retirer le religieux du champ social et du champ culturel. La réalité est que le religieux est prégnant, quelle que soit son étiquette, et que la dimension spirituelle fait partie intégrante de l'humanité. Et donc cette volonté d'expurger en quelque sorte cette dimension fondamentale pour tout homme, dimension également qui se retrouve dans la plupart des pays du monde d'une manière extraordinairement prégnante. La plupart des pays qui nous entourent sont religieux au sens profond du terme. Et ça se traduit dans leur structure politique, quoi qu'on en pense. Eh bien, cette difficulté à penser le religieux dans l'espace public, cette difficulté à penser pour nous la laïcité en comprenant qu'il s'agit non pas d'une valeur en elle-même, mais d'un concept d'articulation entre l'État et le vivre ensemble. C'est l'État qui est laïque, ce n'est pas la société. Et la laïcité est simplement la manière d'articuler les différentes possibilités et capacités du croire et du vivre ensemble. Alors, il y a déjà beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Je vais interroger nos deux autres intervenantes sur cette question précise. Est-ce que vous pourriez acquiescer à cette idée, puisqu'on en est au stade des hypothèses, à ce stade, selon laquelle le fondamentalisme contemporain serait lié, serait un symptôme en réalité du vide spirituel de notre époque ou d'un autre vide à définir, culturel, politique, disons d'un manque d'idéal. Fabienne Keller. Question. Ah oui, vous n'êtes pas venu pour rien. Question lourde. Alors moi je suis gênée parce que je n'ai pas travaillé sur cette idée de fondamentalisme, mais de radicalité que j'ai observée dans les quartiers. Et donc évidemment mon lieu d'analyse c'est la ville de Strasbourg, 4 très grands quartiers de rénovation urbaine. Et puis une fois qu'on a refait le bâti, en refaisant les places, les espaces publics, les logements bien sûr, mais aussi les écoles, les populations sont là. Et j'ai cherché à comprendre ce qui pouvait leur donner de l'espoir. Et je me suis attachée aux adolescents parce que voilà, c'est un moment charnière dans la vie. Je trouve que c'est le moment de toutes les incertitudes et aussi de tous les rêves. Enfin voilà, c'est un moment stratégique. Et donc j'ai analysé ce qui se passait dans 4 autres territoires de France. Et j'ai pris les secteurs de 2 collèges chaque fois. Et à partir de là, donc c'est mon travail de prospective, j'ai cherché à éviter ce scénario du ghetto de radicalisation que j'avais intuité comme maire, mais que voilà, j'ai pu confirmer comme un risque réel pour les quartiers de nos villes. Et puis j'ai travaillé sur les leviers d'action, puisqu'en prospective on dessine le scénario catastrophe, donc c'était la radicalisation, et puis les scénarios optimiste, c'est ça devient un quartier comme un autre où le jeune grandit comme les autres jeunes Français, avec les mêmes aspirations, les mêmes espérances. Voilà. Et parmi les leviers d'action, certains ne vous étonneront pas, ils sont autour de la question de l'emploi, autour du respect des choix personnels des jeunes femmes. Mais l'un qui m'a semblé le plus original, c'est la question de la mémoire commune à construire entre tous les jeunes qui grandissent en France métropolitaine, quel que soit le lieu où sont nés leurs parents ou leurs grands-parents. Et les mots vont peut-être vous sembler un peu brutaux, mais il y a une ségrégation spatiale qui, de fait, est à l'œuvre dans nos villes. Alors, les maires essayent beaucoup d'organiser la mixité, mais cette mixité, elle est encore plus difficile à obtenir dans les établissements scolaires. Parfois même, quand on arrive à avoir des personnes diverses qui habitent les mêmes quartiers. Ce n'est pas le cas dans les établissements scolaires. Et donc la rencontre de celui qui est un peu différent de moi, elle ne se produit pas. Et cet échange, cet encouragement à l'esprit critique, même si les enseignants sont absolument remarquables dans ces quartiers, est compliqué par le fait qu'il y a peu de rencontres, peu de
peu d'occasions de découvrir l'autre et de manière réciproque, hein, que ce soit pour les jeunes des quartiers sensibles ou pour ceux qui habitent d'autres quartiers. Donc j'avais fait cette proposition puisque moi je suis de Strasbourg et il y a une dizaine d'années, les historiens ont réussi à réaliser un ouvrage d'histoire commune entre les Français et les Allemands. Ouvrage de seconde, puis de première, puis de terminale, hein, des manuels faits avec de vrais pédagogues. Ça a mis plusieurs années. Et ils ont écrit une histoire commune et ils ont gardé des encarts sur les points de l'histoire sur lesquels le regard n'était pas le même. Donc un vrai travail d'historien. Et je pense qu'il y a un nœud qui est autour de la question de la colonisation, un idéal auquel les jeunes s'identifient souvent et où, si on avait un regard plus apaisé, plus scientifique, on pourrait peut-être retrouver des repères communs là où la jeunesse grandit trop en se calant trop sur la différence. Et moi, j'ai voulu réfléchir à ça parce que c'est toute la question de l'appartenance à la République. J'ai eu le sentiment que certains jeunes grandissaient par opposition aux repères républicains. C'est ce qu'on a vécu au moment de Charlie, hein. Quand des jeunes ont dit « je ne suis pas Charlie », personne n'a compris. Mais ils n'ont pas pu entendre de la part de jeunes camarades la contradiction et l'autre regard sur ces croquis qui pour eux étaient insupportables compte tenu des règles qu'ils vivent. Donc je pense qu'on a un travail en profondeur à faire là-dessus, même si tous ne vont pas en Syrie. Malheureusement, quelques-uns ont été arrêtés à Strasbourg. Je pense qu'il y a là aussi une réalité dans la société française de clivage et qui nous échappe, que Mme Bouzard connaît elle, mais qu'on a laissé dériver. C'est la faute de personne et de tout le monde, hein. Au cours du temps, il faut chercher à renouer, à redécouvrir l'autre, à redonner de l'espoir aussi. Vous évoquiez cette absence de sens. Où est l'exemplarité dans les quartiers fragiles de France? Comment mettre en avant certains parcours qui mériteraient d'être exemplaires, enfin d'être repérés comme Merci pour ce premier point de vue qui apporte un éclairage, j'allais dire, complémentaire, qui introduit des notions que n'avait pas introduites d'emblée Antoine de Romanet. Dounia Bouzard, on va évidemment prendre le temps avec vous, qui avez écouté ces jeunes, qui parfois avaient réussi à mettre fin à leur appétit de violence. Vous nous en parlerez. Vous nous direz quelle est leur sociologie aussi, parce que vous arrivez maintenant à une expérience telle que vous pouvez produire des études et qui sont extrêmement intéressantes. On va parler de tout ça, mais dans un premier temps, je reviens à ma question initiale. Hein. Quelle relation vous faites-vous entre fondamentalisme religieux et radicalisation à caractère terroriste ou radicalisation violente? Est-ce qu'on est dans une approche qui vous paraît pertinente pour décrire le phénomène auquel on fait face aujourd'hui? La question des vocables est toujours difficile et très polémique. Si on doit réfléchir au terme fondamentalisme, ça renvoie à fondement. Alors c'est compliqué pour moi de parler de fondamentalisme quand on parle de Daesh ou de El-Nosra, des djihadistes, parce que ça voudrait dire qu'ils s'inspirent des fondements de l'islam pour exterminer tous ceux qui ne pensent pas comme eux. La base de leur embrigadement idéologique, sachant que pour les djihadistes, vous avez ce qu'on appelle un embrigadement relationnel, c'est-à-dire une adhésion au groupe radical qui serait quelque part élu pour posséder la vérité, pour avoir du discernement, et un embrigadement idéologique, c'est-à-dire un changement du monde, un changement de vision du monde, un changement de cognitif, de façon de penser, de voir le monde qui les mène à penser qu'ils ont une mission de régénération du monde qu'ils estiment corrompu. Donc embrigadement relationnel, embrigadement idéologique. Dans l'embrigadement idéologique, la base, c'est l'action du tawhid, c'est-à-dire de l'unicité de Dieu, où, si vous voulez, pour n'importe quel musulman, l'unicité de Dieu, c'est la base des religions monothéistes et c'est le fondement des trois religions monothéistes. C'est d'ailleurs ce qui nous rassemble. Dans l'islam, on parle des gens du livre, des juifs et des chrétiens. Et pour un musulman, respecter l'unicité de Dieu, c'est se rappeler qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'on ne doit pas se faire la guerre, qu'on doit être unis, que la soumission à un seul Dieu nous ramène à la paix. C'est pour ça que c'est la même racine qui est soumission et paix. Et tout ça, c'est le fondement, normalement, de l'islam. Et ce concept est complètement galvaudé et par les salafistes piétistes et par les djihadistes.
les salafistes piétistes vont estimer que on entrave l'unicité de Dieu si on apprécie des images, de la musique, si on apprécie des choses de la vie humaine, parce que cela reviendrait à considérer les artistes comme l'équivalent de Dieu, et ce serait faire de l'associationnisme, si vous préférez. Donc ils vont couper les membres de ce qu'ils appellent la salafia de l'ensemble de la société, ils vont se mettre en rupture. Et les djihadistes, eux, estiment que ce serait entraver le principe de l'unicité de Dieu que de respecter des lois humaines, parce que ce serait considérer les députés et les sénateurs, pendant qu'on y est, vous ne pensez pas exclu, comme l'équivalent de Dieu, et que donc, forcément, la sortie du monde corrompu, la régénération, passerait par faire un monde où, soi-disant, la loi divine commanderait, il n'y aurait plus de loi humaine. Et pour eux, le Maroc, l'Arabie Saoudite, l'Égypte ne sont même pas des pays musulmans parce que, si je caricature, ils utilisent le code de la route, et le code de la route, par exemple, peut être une loi humaine, et donc ils considèrent... Donc c'est compliqué pour moi de parler de fondamentalisme, et je préfère parler de radicalisme parce que ça me semble tellement éloigné des bases théologiques que c'est très compliqué pour moi. Et pour moi, ils ne sont même pas au pied de la lettre. Hein. On n'est même pas dans ce débat-là. Ils ne sont même pas au pied de la lettre du texte. Alors parlons donc des radicalisés, puisque c'est le sujet que vous connaissez. Alors si j'emploie le mot... C'est votre façon à vous de l'appréhender. Oui, c'est très compliqué ce sujet, vous savez, c'est pour ça que tout le monde se dispute d'ailleurs, c'est parce qu'il n'y a pas une cause, un effet. C'est-à-dire qu'on est dans un sujet interactif où vous avez à la fois du social, de l'anthropologie, du psychologique, du politique. Et Daesh l'a très bien compris, parce que contrairement à Al-Qaïda, ils ont des agences de communication qu'on a repérées, puisque nous on était infiltrés, hein, on a enregistré 800 conversations de recruteurs avec des jeunes djihadistes. Donc on est les seuls chercheurs à avoir accès au fil invisible, au petit pas. On ne parle pas avec les djihadistes une fois que leur système cognitif est transformé, une fois qu'ils sont déjà djihadistes sur Internet, mais on a eu accès grâce à des premiers parents de radicalisés qui étaient policiers et gendarmes, à l'enregistrement des conversations, et c'est avec ça qu'on a pu faire nos travaux. Et on se rend compte qu'ils ont des agences de communication qui leur permet d'analyser les dysfonctionnements de chaque pays, puisque je rappelle qu'ils arrivent à embrigader, à radicaliser des Japonais, des Chinois, des Allemands, des gens des pays de l'Est, des Européens, donc des gens avec une culture complètement différente, musulmans ou pas musulmans. Donc ils ont déjà une analyse des dysfonctionnements politiques, et ils n'ont bien sûr utilisé ce que Mme Keller a décrit tout à l'heure en ce qui concerne les recruteurs francophones, et ils vont en utiliser d'autres quand c'est le Japon ou quand c'est la Tunisie ou quand c'est le Maroc ou la Chine. Très bien. Une fois qu'ils ont fait l'analyse du dysfonctionnement politique historique de chaque pays, ils vont arriver masqués sur Internet, c'est-à-dire ils ne disent pas « je suis recruteur de Daesh », ils arrivent comme des amis, des séducteurs, des professeurs parfois, et ils vont faire parler le jeune pour faire une analyse de son idéal. Et là, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'ils vont chercher le jeune qui a besoin d'un monde meilleur. Est-ce que ce jeune rêve d'un monde meilleur? Est-ce que ce jeune veut en découdre avec la société parce qu'il a vécu des injustices? Est-ce que ce jeune a besoin d'être utile? Est-ce que ce jeune est révolté parce que l'ONU n'est pas intervenue face aux dictateurs? Est-ce qu'ils vont faire cette analyse-là de l'idéal et en même temps de l'historique du profil du jeune? Et à partir de cette analyse, ils vont proposer un motif d'engagement adapté à l'idéal de ce jeune qui n'a plus de sens dans sa vie aujourd'hui, et ils vont même confectionner des vidéos d'embrigadement qui correspondent à cet idéal. Et c'est ça qu'on a découvert dans l'enregistrement de ces conversions, c'est-à-dire une individualisation, ce que j'appelle une individualisation de l'embrigadement. Et c'est ça qui est terrifiant, c'est qu'à la fin, quel que soit le motif d'engagement du départ, ils arrivent à déshumaniser ces jeunes in fine de la même façon. C'est-à-dire que le jeune se soit engagé pour faire un monde meilleur, pour avoir du sens sur Terre, pour aider les plus démunis, ou au contraire parce qu'il avait une vengeance ou qu'il voulait sauver les musulmans. In fine, c'est la même déshumanisation des hommes et des femmes. Et évidemment, ça amène une vraie diversité. Je sais que ça n'a jamais fait plaisir, je le dis depuis 2 ans. Et pourtant, ils arrivent à embrigader des gens qui sont de familles catholiques, de familles protestantes, quelques personnes de familles juives qu'on a réussi à sauver, bien sûr des jeunes de familles musulmanes, plus il y a un manque d'inscription
dans le monde réel, plus ce sera facile, mais ils sont assez, fins, je crois qu'on peut parler, pour arriver à quand même embrigader des premiers de la classe, des gens des quartiers aisés, des gens qui n'ont jamais manqué d'amour. Il ne faut pas croire qu'il y a un lien de cause à effet. C'est un facteur facilitant, mais ce n'est pas un facteur de cause à effet. Et moi, j'ai trouvé que c'est ça qui était terrifiant. Alors devant une machine aussi raffinée, si je puis dire, et extrêmement dangereuse parce que précisément elle est raffinée, on sent entre les lignes dans ce que vous dites que ça marche parce que la société en face dans laquelle sont installés ces jeunes n'a pas de réponse aux interrogations en question. Donc je voudrais quand même que vous réagissiez à ça, Fabienne Keller et Antoine de Romanet. C'est quand même criant, quoi. Il y a un discours, il y a des méthodes d'embrigadement extrêmement fines qui finalement prennent le relais d'une éducation qui fait défaut, au sens très générique, l'éducation. Oui, moi je ne suis pas sociologue, je ne suis pas éducateur à plein temps, mais cet âge de l'adolescence et du jeune adulte est un âge très particulier. Je l'avais creusé d'ailleurs dans un atelier de prospective. C'est pas naturel, mais j'ai appris que, par exemple, c'est un moment où le jugement des pairs, PAIR, des camarades, est plus important que le regard des adultes, parents, éducateurs, entraîneurs sportifs, enfin des adultes qui peuvent être dans le paysage du jeune. Ça explique d'ailleurs des violences, les violences en réunion des adolescents et des jeunes adultes. Ça explique aussi que on peut avoir un autre regard, même si on a eu une éducation avec des repères. Évidemment, si on a peu de repères ou s'ils sont fragilisés, on est encore plus en risque par rapport à de nouveaux idéaux que vous décriviez à l'instant. Et je pense que... Moi, je suis sortie de mon travail en me disant il faudrait qu'on soit tous bienveillants avec les adolescents. C'est-à-dire que chacun de nous, sur l'espace public, dans nos activités, on se sent un peu co-responsable de l'éducation. Alors, c'est un peu simple, mais c'est la parabole africaine qui dit que c'est le village qui éduque l'enfant. Que quand il fait un petit dérapage, mais avec gentillesse, pas en le rabrouant, on lui explique qu'il y a des règles de vivre ensemble pour le remettre sur le droit chemin. Qu'on lui donne le droit à l'erreur dans son parcours scolaire, dans les bêtises qu'il peut faire, mais en étant encourageant par rapport aux valeurs du vivre ensemble et de la République. Et à cet égard, bien sûr, la religion est un socle dans l'éducation du jeune, qui peut être un repère fort. Un chef scout, un prêtre, quelqu'un peut être un repère important pour un jeune. Mais à nouveau, dans cette période-là, pour moi, ça a été un peu une découverte. Le jeune, il est en grand risque, en grande fragilité. Il est comme, un peu... on lui retire même toute la bonne éducation, toute l'affection, tout l'amour qu'on lui a donné. Si je peux me permettre de citer le film qui a été fait à partir de votre expérience, Le ciel t'attendra, on voit que même l'amour des parents, à un moment donné, est plus faible que les forces extérieures, mais que ça crée quand même de l'espoir et qu'en tout cas, il y a quelque chose qui, dans l'engagement du jeune, lui pose problème parce qu'il sent bien qu'il est en rupture par rapport à quelque chose qui est au fond de lui. Donc je pense qu'il faut qu'on ait conscience que nos adolescents, et c'est là peut-être votre... hyper-modernité, non, ultra-modernité. Ultra-modernité intervient. Nos enfants sont dans un monde qui est trop ouvert pour eux. Il y a trop d'infos. Ils habitent le monde entier. Ils trouvent tout sur Internet et rien à la fois. Parce qu'ils ne retrouvent pas de relations humaines, de joie de vivre ensemble, de plaisir simple. Là où, dans sa jeunesse, on a besoin de se construire des piliers. Ce qui vous rend solide dans la vie, c'est pas d'avoir vu plein de choses. C'est de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, d'avoir des plaisirs simples, de sentir en permanence l'affection et la bienveillance de tout le monde autour de vous. Donc, je pense que ce monde extrêmement ouvert, mais où l'enfant est peu guidé, est une source de risque. Et dans mes recommandations, j'ai dit Internet, outil formidable, parce que ça décloisonne le gamin qui n'a pas de chance en termes éducatifs, mais il faut lui apprendre à s'en servir pour que ce soit un outil positif et pas un outil qui le conduit peut-être à l'embrigadement radical, mais peut-être aussi à faire des jeux vidéo comme un fou, ce qui n'est pas mieux. C'est un outil de plus, donc ça doit être objet d'éducation aussi et d'accompagnement du monde adulte.
Antoine de Romanet, que peut-on contre Internet et les jeux vidéo? Oui, je crois que vous touchez là un élément tout à fait essentiel, qui est le domaine culturel, qui est au fond le point central. Nous sommes actuellement dans un processus de globalisation et de mondialisation qui est à la fois extraordinaire et tragique. La globalisation aujourd'hui, c'est une forme d'idéologie qui transforme toute chose en valeur. Tout ce qui est produit dans le monde doit tenir dans un container. Et la globalisation, c'est ce mouvement planétaire qui fait circuler les objets et qui conduit à ne plus savoir où on habite, qui on est, et surtout à ranger l'univers entier sous le registre de la productivité, de la financiarisation et du profit de quelques-uns à monter en épingle. Notre département avec Antoine Arjakovski s'appelle Politique et religion. Il est très frappant de constater qu'aujourd'hui, un des discours majeurs, nous avons deux discours, au fond. Certains nous disent, écoutez, nous allons adapter notre pays aux réalités du monde qui nous entoure. Donc je prends le monde qui nous entoure comme une donnée, et on va juste faire ce qu'il faut pour pouvoir s'adapter à ce qui nous est imposé. Et vous avez aux deux extrêmes des gens qui vous disent, ce que nous vivons en ce moment est insupportable, faisons exploser le système. Bon. Il y a quelque chose de redoutable dans ce qu'on appelle le populisme, parce que le populisme, c'est le peuple qui s'exprime. Et le populisme, c'est quand le peuple ne peut pas s'exprimer par les voies démocratiques, il essaye de se faire entendre d'une manière ou d'une autre. Et comme dit l'autre, si le peuple vote mal, il faut changer le peuple. Brecht. Donc, le politique qui prend comme un fait acquis la globalisation, et certains qui se mettent en marche nous expliquent que nous allons adapter au mieux notre pays à une réalité incontournable auquel personne ne peut rien, la globalisation. D'autre part, politique et religion, le fait religieux, puissamment expurgé du fait social, alors même qu'il fait partie intégrante de l'identité culturelle, non pas tant religieuse, non pas tant spirituelle. Donc ça, c'est une chose qui est tout à fait essentielle. Et effectivement, ce que nous vivons aujourd'hui conduit à une sorte de mise en abîme de toute une série de jeunes générations qui voient se développer par Internet, par tous les moyens de communication, un monde qui leur est totalement étranger et qui leur est totalement fermé. Alors nous sommes bien dans cette réalité où c'est décrit sur tous les aspects culturels ou financiers, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Quel espoir voulez-vous avoir quand vous êtes dans une banlieue avec 25 à 30% de chômage, que vous avez toujours vu votre père au RSA, et que votre perspective c'est le RSA 3.0, et que la seule chose qui peut vous faire rêver dans la société, c'est d'acquérir un iPhone 7, pour lequel quelques trafics sont le moyen le plus sûr. Quelle désespérance, quelle dignité de soi-même, quelle projection de soi-même, quelle construction de soi-même. Il y a quelque chose de tout à fait écrasant dans cette globalisation-mondialisation, culturellement, financièrement, économiquement, et il y a une frustration extraordinairement forte. L'aspect religieux et spirituel, qui pourrait lui donner sens et relief, étant méprisé, caricaturé, ridiculisé, raillé par ceux qui sont chargés de nous faire rire tous les matins à 8h moins le quart et tous les soirs à 20h45. Denis Boussard, on a très envie de savoir à ce stade, et les questions commencent à arriver d'ailleurs sur ce thème-là par SMS au 06 89 51 07 83, je le rappelle. Comment vous agissez auprès de ces jeunes pour démonter la machine que vous nous avez si bien décrite et si terriblement mise sous le nez tout à l'heure. Après l'analyse qu'on vient de faire de ce que la société peut faire, on y reviendra tout à l'heure également, comment vous, individuellement, vous traitez ces jeunes et quels sont vos résultats? Alors d'abord, c'est pas individuellement. Il faut rendre hommage aux parents parce que les 800 parents qui se sont adressés à nous quand on était missionné par Monsieur Cazeneuve ont participé aux recherches-actions, ont construit la méthode expérimentale de déradicalisation avec nous. C'est eux qui ont... La France leur doit beaucoup de choses, les indicateurs de radicalité. C'est eux qui ont observé, qui ont essayé de faire la différence entre quand est-ce qu'on est dans la liberté de conscience musulmane et quand est-ce qu'on est dans la conscience capturée qui mène à la radicalité et à l'extermination des autres. On a construit, enfin toutes les expériences qu'on a fait, c'est aux parents et avec mon équipe, puisqu'on est 6 personnes, et
voilà, on a fait cette aventure ensemble. Il y a quelque chose d'important qui a été dit, c'est que les recruteurs utilisent l'âge de l'adolescence. C'est le seul point commun. Par adolescence, on redéfinit ce que les psychanalystes disent aujourd'hui. C'est du 15-25 ans. Hein. On a une adolescence étendue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et là je rejoins aussi ce qui a été dit, très peu des familles embrigadées, qu'elles soient juives, catholiques, chrétiennes, athées, 50% quand même, hein, ou musulmanes, eh bien très peu ont eu d'instruction religieuse. C'est-à-dire que quand même la famille a une culture catholique ou musulmane ou juive, elle n'est pas pratiquante, il n'y a pas eu de transmission de repères religieux. Dans la moitié des cas. Dans pratiquement la moitié des cas. Donc, au niveau des statistiques générales, on est à 80% des familles où il n'y a pas eu de transmission religieuse. Donc là, c'est complètement flagrant. Moi, dans les 1100 qu'on a suivis, je n'ai pas eu un jeune qui avait eu une instruction religieuse, quelle que soit la religion, ni bouddhiste, ni... Donc ça, c'est... Voilà, je rejoins là-dessus. Ensuite... ce qui est très difficile, c'est que on est effectivement avec la question de l'embrigadement relationnel est très importante. C'est-à-dire que paradoxalement, on sent des jeunes qui cherchent un mentor, qui cherchent une place, qui cherchent un rôle, qui cherchent une utilité et qui cherchent un groupe. Et paradoxalement, c'est ça qui va être le plus difficile à dénouer que l'embrigadement idéologique. C'est-à-dire que l'embrigadement idéologique, vous allez utiliser des repentis. Alors, je sais que c'est très polémique, mais il n'y a pourtant que les repentis qui ont vu Al-Qaïda ou Daesh dans les yeux, qui peuvent venir rapporter la preuve de la propagande mensongère. Avec la crédibilité. Avec leur crédibilité. C'est qu'ils ont vu que là-bas, le chauffage n'est pas gratuit pour tout le monde, qu'on ne sauve pas les enfants syriens, on les tue à bout portant, quand les familles n'ont pas fait allégeance, qu'elles soient musulmanes, yézidis ou chrétiennes. On n'apprend pas l'islam. En prison, il n'y a même pas de Coran, contrairement à la prison française, etc. C'est-à-dire que seuls les repentis peuvent amener la preuve du décalage entre la promesse, le discours, l'idéal, et la réalité du projet d'extermination. Donc ça, c'est le côté déradicalisation idéologique. La déradicalisation relationnelle, on va chercher, en fait, on se rend compte que le radicalisé cherche un groupe de substitution et à s'inscrire dans une filiation mythique sacrée, donc se mettre dans une histoire, et on va utiliser les proches pour essayer de remettre le jeune dans sa filiation. Pour moi, il n'y a pas de radicalisation sans désaffiliation. C'est-à-dire que par la théorie du complot, les vidéos et les recruteurs et le groupe radical va accentuer la méfiance du jeune envers tous ceux qui contribuaient à sa socialisation avant, ses professeurs, ses anciens amis, ses parents, ses éducateurs, ses animateurs de MJC. Et effectivement, ils vont agiter, comme ça a déjà été dit tout à l'heure, cette théorie du complot à différents niveaux, en disant qu'il y a des sociétés secrètes et qu'au fond, eux ont du discernement, mais que l'ensemble des adultes qui sont autour d'eux sont des gens endormis ou complices, s'ils ont réussi, de ces sociétés secrètes qui veulent garder le pouvoir pour eux. C'est une vision complètement paranoïaque. Ils les mettent dans une grille de lecture paranoïaque et ils accentuent la défiance envers la société. Inutile de dire que si le jeune a été victime d'injustice ou de discrimination, de ghettoisation ou de manque d'espoir social, la tâche est beaucoup plus aisée. Donc c'est une évidence. Et nous, on va essayer, comme Daesh a une approche émotionnelle, anxiogène, qui mène à cette vision du monde paranoïaque et à la rupture avec tout intervenant socialisant, participant à la socialisation. On va se servir de la famille pour réaffilier le jeune, pour lui faire retrouver son corps aussi, parce qu'il y a une désincarnation. Quand vous coupez le jeune de la culture, de la musique, des autres, des échanges, du sport, de tout en fait, et que vous lui dites que les autres sont tous des gens impurs, eh bien, il se coupe de son propre corps. Quand ils se déradicalisent, les jeunes se mettent à pleurer en réentendant de la musique classique. Ils se mettent à pleurer quand ils éprouvent à nouveau des émotions pour leurs parents, en disant « mais j'étais mort ». Ils ont réussi à substituer le groupe à moi. Je n'existais déjà plus. Pourtant, ils ne m'avaient encore pas demandé de faire un attentat, mais je me rends compte que je n'existais déjà plus à mes yeux. Donc, réincarnation par les proches, les conjoints, la famille, réaffiliation pour remettre une histoire, des sentiments, des sensations. Quand on retrouve son corps,
on se détache du groupe radical, donc on commence à redevenir un sujet qui existe, puis ensuite un sujet qui va se remettre à penser, parce que c'est ça l'objectif. Et là, vous ramenez le repenti qui va montrer la fausse propagande et le vrai projet d'extermination et de purification. 2 étapes, relationnelles, idéologiques, les proches, les repentis. Est-ce que vous pourriez nous dire à quelle échelle on travaille sur ce problème en France? Est-ce que vous avez assez de moyens? Est-ce que les résultats sont probants? Est-ce que vous êtes vraiment soutenu ou pas? Parce que c'est la première fois que j'entends de manière aussi détaillée ce que vous faites. Et on peut parler dans le grand public, en tout cas. Oui, ça c'est un de mes mystères. Pourquoi le gouvernement actuel laisse penser tout le monde qu'on ne peut rien faire alors qu'on a stabilisé des centaines et des centaines de jeunes? Bien sûr, c'est long. Les parents, là, on lance un e-learning où les parents gratuits pour donner aux Français des éléments de compréhension. Et des parents ont décidé de témoigner parce qu'ils n'en peuvent plus du fait que personne ne partage des éléments de sortie de radicalité parce que leurs enfants s'en sont sortis. L'équipe de Cazeneuve a été très précurseur au départ quand ils nous ont mandatés. Puis, je crois qu'à l'arrivée des élections, le climat politique a complètement changé. On est tombé dans la seule répression. Donc, c'est bien dommage parce que une fois que la personne est radicalisée, c'est très difficile. Quand elle est complètement radicalisée, complètement déshumanisée, c'est difficile. Et c'est l'intérêt de la nation de savoir détecter, de savoir prévenir, de savoir agir avant que la personne soit déshumanisée. Parce que on peut se radicaliser en 3 mois, mais pour s'en sortir, il faut au moins 2 ans. C'est très, très long. Donc, il faut former les gens et ça devrait être la préoccupation politique numéro 1. Et je regrette que ça ne le soit plus et que, justement, les professionnels essayent de faire ce qu'ils peuvent, chacun de leur côté. Fabienne Keller, vous pensez qu'on va venir à bout de ça, ce phénomène, avec la répression et l'état d'urgence seulement ? Alors, moi j'écoute avec beaucoup d'attention Madame Bouzard parce qu'elle connaît les familles et les jeunes. Je pense que le premier sujet aujourd'hui, c'est de cerner les jeunes dont on parle, peut-être les facteurs qui favorisent cette radicalisation et qu'on en fasse un thème de société. Alors, j'ai appris qu'effectivement le numéro d'appel là, du ministère de l'Intérieur marche bien. C'est-à-dire que le relais par les familles est un bon dispositif, donc ça veut dire qu'on a des familles, voilà, à partir desquelles on peut travailler. 22 000 appels en 1 an et demi. 22 000 appels, ouais, c'est considérable. Vous avez le numéro en tête parce que ça peut toujours servir. Non, on essaiera de non, le mais je pense trouver. qu'on c'est facile. Stop Djihad. J'allais faire un trait d'humour, mais vous avez évoqué un e-learning à ce sujet, c'est-à-dire une formation sur Internet, un MOOC. Donc on voit qu'Internet peut aussi faire l'antidote. Oui, on a appelé Nour Online d'ailleurs, la lumière sur Internet voilà. Pour essayer de contrer l'obscurité. Mais je pense que comme pour d'autres dérives, enfin c'est un sujet qui doit devenir un sujet de société, qu'on en parle peut-être avec des mots qui dédramatisent, enfin qui expliquent que ça peut concerner tout le monde et que voilà, si ça vous concerne, le sujet principal auquel il faut s'atteler, c'est d'aider le jeune à s'en sortir. Enfin, ce que vous avez indiqué sur le fait qu'il faut sortir le jeune aussi vite que possible, avant que le processus de radicalisation, d'enfermement se fasse complètement. Je trouve que ça renvoie à d'autres prises de risque par les adolescents. C'est leur mode aussi d'accès à l'âge adulte, c'est de la prise de risque. Donc, l'idée de construire une action publique, je sais pour en avoir parlé aux éducateurs de rue, qui sont extrêmement démunis, c'est-à-dire qu'ils le voient, voilà, mais sans trop savoir quoi faire. Quoi faire. Alors il y a dans les tribunaux des cellules, enfin ça commence à être une préoccupation, des cellules de déradicalisation qui s'installent. Je pense qu'il faut être beaucoup dans le partage, comme vous le faites ce soir, des éléments dont on dispose pour essayer tous ensemble de mieux cerner, de mieux comprendre. Ce qui est clair, c'est que c'est nos enfants. Enfin, ça touche les jeunes Français. Il faut, voilà, c'est un risque pour notre société. Et je vous cache pas, moi qui, essaye de réfléchir à la question de l'exemplarité, je trouve que, voilà, on est quand même en grand risque que certains jeunes reviennent et deviennent des modèles, mais donc des contre-modèles.
sans qu'on les identifie, sans qu'on les maîtrise. Donc c'est un vrai danger pour la société française à long terme. Des héros à leur manière pour ces jeunes en situation de fragilité. Et puis franchement dans les quartiers on connaît bien les contre-modèles. Voilà, dans les établissements scolaires on connaît bien l'élève vedette qui fait tout à l'envers par rapport aux valeurs éducatives. Donc il y a un vrai risque si la société ne s'y intéresse pas, et par nature c'est des situations plutôt individuelles et dans des univers peut-être qu'on pénètre moins que d'autres. Donc je pense qu'un travail maintenant de partage, j'ai vu qu'il y avait déjà des tensions entre les différents professionnels qui suivent ces questions. Je pense qu'il faut beaucoup être dans le partage et dans la réflexion croisée, parce que pour l'instant, je pense qu'on n'en maîtrise pas tous les éléments, et les faits, comme ceux que vous décrivez, statistiques, des analyses, doivent être apportés pour étayer notre raisonnement et notre plan d'action éducatif à mettre en place. Pierre-Antoine de Romanet. Oui, je crois que Fabienne Keller pointe quelque chose d'essentiel, c'est qu'il s'agit d'un sujet de société. Il faut en parler très simplement, très modestement. On n'est pas en train de donner des leçons à quiconque. On est tous en train de faire un examen de conscience de ce que nous vivons. Nous sommes dans une situation et dans un pays de haute pression technique et financière et de basse pression démographique et spirituelle, si nous parlons sur l'Europe au sens large. Et la question, comme vous le soulignez très bien, elle est sur le registre social et sociétal, notamment c'est l'éducation, c'est l'alphabétisation. Quel drame absolu que 20% des jeunes n'arrivant pas à lire et à comprendre un texte arrivés à l'âge de 15-16 ans. Et quand vous n'avez pas les mots pour le dire, vous utilisez d'autres moyens pour vous exprimer. Mais l'analphabétisation est un drame absolu. L'emploi est sans doute une des clés. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Quand vous êtes en permanence au pied de votre tour anonyme d'HLM, anonyme de banlieues anonymes, quelle perspective, quel souffle, comment voulez-vous fonder une famille, comment voulez-vous avoir de... L'emploi est la clé absolue. Et sur ce plan-là, toute une génération est très inquiète et se dit mais quelle société on vient de nous remettre? Est-ce qu'on ne vient pas d'assister depuis 30 ans à un extraordinaire mensonge d'État avec cette dette qui s'accumule, 2000, 2500 milliards, qui va être payée par qui? C'est repousser en permanence sur les générations futures quelque chose qu'il va bien falloir régler d'une manière ou d'une autre. Il y a différents moyens de le régler, mais c'est compliqué. Le sentiment aussi d'une dette écologique, d'avoir pillé la planète allègrement. Récemment, sur un mur de l'université de Nanterre, quelqu'un, peut-être de nuit debout, avait rédigé ceci: « Une autre fin du monde est possible ». Vous voyez l'aspect tragique, noir de cette réalité. Alors, je crois qu'il y a vraiment une question pour notre société, pour notre monde, de pouvoir considérer l'homme dans sa globalité, pas simplement au plan technique ou au plan financier, l'homme, tous les hommes, le tout de l'homme. Remettre l'homme au centre, la dignité de l'homme, le respect de chacun dans sa culture, et l'élément religieux fait partie intégrante de la culture. Et donc, on ne peut pas violenter à ce point. Alors, vous l'avez souligné aussi très bien tout à l'heure en parlant de la globalisation, de la mondialisation, qui est un phénomène qui est en réalité extraordinairement difficile à vivre. Moi, j'avais été très frappé, j'ai fait mon service national en Égypte, en 1986, et un jeune était arrivé pour travailler dans une entreprise égyptienne. Au bout de 3 mois, il a demandé à revenir en France sous les drapeaux parce qu'il ne supportait pas ce que ça signifiait de vivre comme cela à l'étranger, avec toutes les contraintes que ça représente. Je pense que beaucoup de nos contemporains ne sont pas capables, très simplement, par leur structure personnelle, par leur capacité émotionnelle, à encaisser le choc de ce que représente de travailler à des milliers de kilomètres de chez soi, de sa famille. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un fait. Voilà. Et donc cette réalité de la globalisation-mondialisation, elle déstabilise considérablement les jeunes générations. Et donc voilà, je crois que nous nous retrouvons tous sur le thème de l'éducation, de l'emploi, de la stabilité personnelle. Notons aussi d'un mot, au plan culturel, le rôle d'Internet. Beaucoup de choses, et Daesh, je crois, n'existerait pas tel qu'il est s'il n'y avait pas Internet, s'il n'y avait pas toutes ces vidéos, s'il n'y avait pas toutes ces propagandes. Ce qui est de l'ordre des jeux vidéo, qui sont quand même d'une violence absolument inouïe, qui est aussi un problème qui se pose quand vous avez des officiers américains qui prennent leur petit déjeuner le matin à 8h moins le quart, vont déposer leurs enfants à l'école, puis vont dans un grand hangar en Virginie pour
manipuler des drones qui vont exploser des cibles à des milliers de kilomètres de chez eux, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Et je crois aussi, vous nous en faisiez part récemment lors d'une soirée avec Antoine Arjakovsky, la difficulté à intégrer sa sexualité. On est aujourd'hui dans une sexualité absolument débridée et nous savons la place qu'a la sexualité sur Internet. Et quand on n'arrive pas à l'intégrer, quand on n'arrive pas à l'assumer, eh bien des phénomènes de sublimation, hein, où le corps devient le lieu d'une explosion. Ça nous renvoie aux questions les plus... Et c'est ça qui est très, très intéressant pour nous tous, c'est que ça nous conduit à une nécessaire radiographie de notre société dans tous ses aspects, à commencer par ses aspects culturels et spirituels. Oui, mais vous allez bien au-delà, Antoine de Romanet, parce qu'il y a des choses dont on sent bien que peut-être un pouvoir un peu plus visionnaire ou avec des ambitions peut-être un peu plus élevées aurait probablement des mesures ou quelques idées de réalisation. Il y a des choses qui tiennent au système économique mondial tel qu'il est installé aujourd'hui. Et là, franchement, j'ai du mal à saisir les leviers dont nous disposons pour ramener, j'allais dire... Oui, moi je vais vous ramener très terre à terre. Fabienne Keller. Dans le travail que j'ai fait, j'ai bien sûr relevé que dans les quartiers fragiles, il y a moins d'emplois. Mais quand il y a l'emploi, il est fractionné. Et il est souvent à horaire inverse. Maman est femme de ménage. Donc elle n'est pas là, ni au petit déjeuner, ni au dîner et coucher. Donc après, allez accompagner votre adolescent qui est en crise, qui est en train de dériver, quand vous n'êtes pas là, aux 2 moments de la journée où il est à la maison. Papa est veilleur de nuit. Donc papa, quand je rentre de l'école, du collège, du lycée, il dort. C'est normal puisqu'il bosse la nuit. Donc notre société peut aussi peut-être s'organiser. On ne peut pas tout faire, mais sur certains points, on peut mieux s'organiser pour moins déstructurer la vie des gens. Sur la question des jeunes et de leurs projets, on a un sujet dans les quartiers fragiles tout particulièrement. La promesse républicaine n'est pas assurée. Vous avez des enfants qui travaillent bien à l'école, qui font des masters et qui n'ont pas de job derrière. Donc c'est le drame absolu du travail. C'est-à-dire qu'il a tout fait pendant le cursus et le petit frère, la petite sœur a beau jeu de dire ça ne sert à rien. Il n'a pas de boulot. Donc, je pense que sur certaines parties, on peut réinterroger notre société et en tout cas, essayer de valoriser ceux qui, au contraire, réussissent, parce qu'on parle trop de ce qui ne marche pas. Parce qu'il y en a qui réussissent, sauf qu'ils ne reviennent pas toujours dans les quartiers les plus fragiles. Leur premier projet, c'est un projet personnel de progresser. Donc, savez-vous que dans les quartiers français, ce sont les Américains qui sont les meilleurs pour repérer les jeunes qui réussissent. Ce n'est pas le système français. Oui. Ça fait longtemps qu'ils travaillent en Seine-Saint-Denis. J'allais dire 9-3, mais... Voilà, sur les talents. Parce que ces jeunes qui grandissent avec un peu moins de facilité, ils ont développé des formes de talent, de compétences et de débrouille et d'initiative. Donc je pense qu'on peut aussi se réinterroger à notre niveau sur ce qu'on peut peut-être faire bouger. Ça ne résoudra pas tout, mais sur certains points, ça facilitera. Ce qui est à portée de main. Et d'un mot très rapide, exactement pour corroborer ce que vous dites, avec Antoine Arjakovsky, on a eu le témoignage du fait que après des études supérieures complètes et brillantes, vous trouvez un travail ou pas, selon le prénom que vous portez. Bien sûr. Mais, non, je vous rejoins complètement dans vos analyses tous les deux, mais je ne voudrais pas qu'on refasse passer le message qu'il y a un lien direct entre ces dysfonctionnements sociaux, cette perte d'espoir social et la radicalisation. Parce que, encore il y a 3 jours, j'ai trouvé une lettre d'une jeune fille qui est la fille d'un des couples des avocats les plus importants de Paris, qui s'est complètement radicalisée, qui était niqabée, gantée, et qui a fait une lettre en disant « Voilà, je suis partie me sacrifier parce que j'ai grandi avec une petite cuillère en argent dans la bouche et je ne peux plus continuer à faire le tour du monde avec vous dans des hôtels de nantis alors que des gens meurent et qu'il n'y a pas de régulation. Et tout ce que vous décrivez est juste, mais il faut bien comprendre que la radicalité se base sur les dysfonctionnements que vous décrivez, mais pas forcément quand on en est victime. Il y a, je crois, une jeunesse qui ne supporte plus ces dysfonctionnements. Et vous savez, la vidéo qui me donne les larmes aux yeux de Daesh, à chaque fois que je la regarde, c'est quand les recruteurs de Daesh font croire aux radicalisés qu'en s'engageant chez Daesh, ils trouveront une société qui garantit l'égalité et la solidarité. C'est-à-dire qu'ils reprennent les valeurs de la République et ils disent qu'il faut abandonner la liberté, mais c'est la soumission à Allah qui permettra l'égalité
et la fraternité, la solidarité. Et cette vidéo, elle me rend malade à chaque fois parce que je me dis, la génération nouvelle ne supporte pas le décalage entre notre devise républicaine et notre réalité. Et on n'est pas fichu de reconnaître que c'est notre objectif, cette devise de République, mais qu'on ne l'applique pas toujours. On n'est pas fichu, nous, de reconnaître que des fois, il y a des dysfonctionnements économiques, politiques, de gestion d'égalité, de ce que vous avez dénoncé dans tous ces... Et je pense que ça soulagerait aussi qu'on puisse dire... C'est notre projet commun, comme disait Ernest Renan, c'est notre nation, c'est notre projet de nation, mais on veut y arriver. On ne dit pas qu'aujourd'hui, on garantit tout de la même façon à tout le monde. Et finalement, notre République est des fois plus violente en ayant cette promesse que des sociétés de type communautariste, où finalement on gère les clans, ou autoritaire, où finalement on ne fait pas tant de promesses aux gens. J'ai l'impression que ce qui fait violence à la nouvelle génération aussi, c'est justement cette promesse d'égalité dans le vivre ensemble qu'on ne tient pas et qu'on n'est pas capable de dire, bah oui, là, on n'y arrive pas. On essaye, mais on n'y arrive pas. Bon, donc voilà, je vous rejoins complètement sur tout ce que vous avez dit, mais je sais que ça soulage de se dire ça n'arrive qu'aux gens qui ont un désespoir social. Je vous assure que c'est pas le cas. Je vous assure que dans mes familles qui m'ont aidé, si j'ai avancé si vite dans mes travaux, c'est que j'ai des chercheurs, j'ai des avocats, j'ai des policiers, j'ai des hauts fonctionnaires qui ne disent pas leur nom. J'ai tout ça et leurs enfants ont essayé de faire des attentats en France. En même temps, dans ce que vous dites, il y a quelque chose de très réconfortant, si je puis me permettre cette expression, c'est que c'est au nom de principes qui seraient violés par la société dans laquelle ils vivent, qui sont des principes auxquels je crois nous sommes tous attachés, que ces jeunes se révoltent. Alors après, effectivement, on a déjà beaucoup parlé des voies absolument incroyables et intolérables que prend cette révolte, mais peut-être que le fait que la société tienne un peu mieux la promesse qui est la sienne aiderait. Et là, on rejoint absolument ce que disait Fabienne Keller d'un côté et ce que dit aussi Antoine de Romanet à sa façon. On va tenter une petite conclusion provisoire qui ne marquera pas évidemment la fin et l'épuisement de ce sujet dont on pourrait effectivement débattre très longtemps. Moi, je voulais vous demander dans un petit tour de table rapide, et il faut qu'il le soit malheureusement, ce que vous diriez à un jeune dont vous découvrez qu'il est en train de prendre cette voie. On ne le découvre pas toujours, on le découvre trop tard. Je sais que c'est plus difficile que ça n'en a l'air, mais voilà, pour lui dire, reste avec nous, on a encore des choses à faire ensemble. Fabienne Keller. Je lui dirais rien, j'essaierais de l'écouter. Moi, dans mon travail, j'ai fait des groupes de parole des jeunes. J'avais un jeune stagiaire qui faisait un peu l'intérieur. Ces jeunes ont plein de trucs à nous dire. Je pense qu'il faut qu'on les écoute, qu'on écoute leurs besoins, leurs aspirations, et après qu'on soit éventuellement en apport d'un élément, mais qu'on soit d'abord en écoute. Peut-être qu'on est trop en leur dire ce qu'il faut faire tout le temps, des normes, mais non, et qu'on les laisse un peu respirer. Voilà. Antoine de Romanet. Et je crois qu'il y a une grâce de la jeunesse depuis toujours, depuis que le monde est monde, c'est que la jeunesse, quand elle a 20 ans, elle veut renverser la table. Elle ne supporte pas le conformisme, les institutions étriquées, l'hypocrisie, le jeu social. Et donc, je vous rejoins tout à fait, il faut l'écouter et écouter cette remise en cause et tout à fait stimulante. Donc, il y a quelque chose de beau aussi dans cette indignation. Indignez-vous, ça fait vendre beaucoup d'exemplaires. Le petit livre. Voilà, il s'agit. Mais dans un premier temps, voilà, le propre de la jeunesse, c'est de s'indigner et à bien des égards, elle a un regard laser. Vous savez, c'est l'œil et la paille et la poutre, hein, mais on a une très forte capacité à voir tout ce qui ne va pas. Et objectivement, nous sommes dans une situation où l'injustice est particulièrement forte et en plus médiatisée de telle manière qu'on se le prend en pleine figure. Et essayer de dégager l'appel de la vie et l'appel du meilleur. Et combien cette soif d'idéal, elle peut s'exprimer d'une manière positive dans le service de l'autre. Et je crois qu'un des plus grands services, c'est de mettre l'homme, tous les hommes, le tout de l'homme, et la beauté de la vie en perspective. Et c'est-à-dire que ma vie peut avoir un sens dans le don à l'autre, et dans l'offrande faite à l'autre, non pas dans l'explosion morbide dans la mort. Dunia Bouzard. Je m'ai enlevé les mots de la bouche. J'ai tellement fréquenté, pendant 2 ans, j'ai nagé dans les djihadistes dans l'Internet et dans le monde réel, et j'ai compris qu'ils avaient peur. J'ai compris qu'en fait, c'est un terroriste, il se sent toujours en légitime défense, et plus son degré de persécution est élevé, plus il est dangereux, plus il va passer à l'acte. Donc c'est vrai que j'ai pris l'habitude de les rassurer sur l'être humain, sur l'adulte, sur la société, sur les élus,
C'est pas toujours facile. Mais j'essaye, et justement, l'idée, c'est inverser la phrase de Daesh, c'est-à-dire Daesh dit « nous gagnerons parce que nous aimons la mort plus que vous n'aimez la vie ». Et tout le travail à faire avec eux, c'est de leur dire non, la vie est plus forte que la mort, et c'est pour ça qu'on gagnera ensemble. Parce que vous allez redevenir des êtres vivants pleins d'amour. L'amour est plus fort que la haine. Merci à vous trois. Pour poursuivre la réflexion, notez sur vos agendas 2017, donc le colloque du 15 mars prochain, ici même au Collège des Bernardins, colloque intitulé « État, religion, laïcité, les nouveaux fondamentalismes, enjeux nationaux et internationaux ». Je vous conseille de voir, si vous en avez l'occasion, le film dont il a été question tout à l'heure. Dounia Bouzard en a été conseillère, elle a fourni une grande partie de la matière et actrice, qui s'appelle donc « Le ciel t'attendra ». Le ciel attendra. Il nous attend peut-être aussi d'ailleurs. Et puis je vous informe que mardi prochain, je serai à nouveau ici avec grand plaisir pour un nouveau mardi des Bernardins qui sera consacré au transhumanisme. C'est un débat que nous organisons dans le cadre du séminaire Humanisme, Post-humanisme, Transhumanisme qui se tient actuellement au collège. Cette table ronde est intitulée « Frankenstein peut-il nous aider à comprendre le transhumanisme ?» On approche de Noël, donc on se détend un petit peu. Voilà. Merci à vous d'avoir été des nôtres aujourd'hui, et donc à la semaine prochaine avec grand plaisir.